Donc, comment faire une adaptation réussie? Donc, je pense que c'est un sujet qui vous touche vu que nous sommes début septembre, vous devez être en plein dans les adaptations. Vous avez peut-être, il y en a certaines qui commencent déjà en fin d'année, en juin, juillet, tout dépend si vous êtes, assistante maternelle ou en crèche. Je sais que souvent en structure, on peut commencer certaines adaptations, en l'été et les poursuivre, à la rentrée. Donc, on va parler de tout ça en détail. Donc dans cet atelier, on va déjà définir pourquoi c'est important un temps d'adaptation. Parce que souvent, il y a des parents qui ne savent pas trop, même nous en tant que professionnels, hein, si, on n'a pas, vraiment travaillé sur notre, projet d'accueil, sur l'adaptation, on peut des fois, et bien ne pas, savoir quel est l'intérêt et l'importance. Donc, on va parler de ça, de pourquoi c'est si important, pour l'enfant et pour les parents et pour nous aussi professionnels. On va parler des différents temps qui vont composer l'adaptation. On va les détailler, on va voir un petit peu, la place des parents, comment on va questionner sur les habitudes de vie de l'enfant. On va voir des exemples pardon de cas pratiques. Donc là, je me suis orientée sur des exemples, avec des enfants qui, par exemple, demandent beaucoup les bras ou au contraire qui ne veulent pas être touchés ou des enfants qui vont être, agressifs, qui vont jeter des jouets, dans la pièce, pour montrer leur frustration, de vivre cette adaptation. Donc on va prendre, voilà, plusieurs cas et voir un petit peu, comment se comporter en fonction des différents cas. Et enfin, à la fin, on fera un récapitulatif de tous les outils et les techniques qui vont faciliter ces moments d'adaptation. Donc voilà, donc chez Gazouille, c'est toujours comme ça les ateliers. On va voir de la théorie, mais aussi du pratico-pratique, parce que, c'est essentiel dans notre pratique, voilà, d'avoir des petits tips, des petites astuces et en même temps de savoir, pourquoi on fait ça et de pouvoir bien l'expliquer aux parents. Donc déjà, en premier lieu, de définir qu'est-ce que c'est que ce temps d'adaptation. Donc le temps d'adaptation, c'est vraiment une période de transition pendant laquelle l'enfant va s'habituer à son nouvel environnement. Il va s'acclimater à son lieu d'accueil et aussi aux personnes ou à la personne qui va s'occuper de lui pendant toute l'année scolaire à venir. Donc l'enfant, il va créer ses premiers liens aussi en dehors de la famille. C'est la première fois souvent quand il va arriver, en structure ou chez une assistante maternelle, qu'il va découvrir, heu, un nouvel environnement autre que celui du cocon familial. Donc ça va être un lien qui va être assez, important pour toutes les séparations qu'il va vivre dans sa vie. Parce que les premières séparations sont assez marquantes. Donc, dans cette création de lien, eh bien, il peut avoir, et cette transition avec ce nouvel environnement, il peut avoir beaucoup, de stress. Donc l'objectif pour nous les professionnels, ça va être d'apaiser les tensions et de réduire le niveau de stress de l'enfant, mais aussi des parents. Parce que les parents, sont, aussi, beaucoup, stressés de confier leur bébé, souvent pour la première fois. Donc ils ont besoin vraiment d'un soutien émotionnel et d'aller comprendre ce qui se passe pour eux. Parce que des fois, ils en ont même pas conscience, mais on le sent dans le ton, dans l'énergie qui dégage que, derrière tout ça, il y a quand même pas mal de stress. Et l'objectif sera du coup de créer un climat de confiance entre le parent, la professionnelle et l'enfant. Donc on va parler d'un trio et on va voir déjà, pourquoi c'est essentiel pour l'enfant, ce temps d'adaptation. Alors pour que l'enfant, il se sente en sécurité, l'adaptation, elle va permettre que l'enfant découvre progressivement son nouvel environnement et qu'il s'habitue tout doucement à cet environnement et ça va diminuer son stress et son insécurité. Si l'enfant, il se sent à l'aise dans le lieu, eh bien, et qu'il se met à sourire, à être en confiance, eh bien, il va pouvoir découvrir, explorer, expérimenter et du coup, se développer. Un enfant, pour qu'il puisse se développer, il a besoin de se sentir bien. Donc il va pouvoir se développer au niveau cognitif, donc intellectuel, faire du lien entre les choses, au niveau social, développer des compétences sociales, de partage, d'être, avec, d'autres enfants, d'autres adultes, d'expression aussi de ses émotions, de tout ce qui va être la confiance en lui. Donc cela se fera lorsque l'enfant sera serein et du coup, dès que l'enfant se sentira bien,
eh bien, ce sera propice à son exploration et du coup à ses apprentissages. Donc, le temps d'adaptation va permettre que l'enfant se sente mieux, ça aura un vrai impact sur son bien-être. Ensuite, ce temps d'adaptation, il est essentiel aussi pour renforcer le lien de confiance. Car l'enfant, ben, comme tout être humain, il va apprendre à connaître la personne petit à petit, la personne qui va s'occuper de lui petit à petit. Au début, il va beaucoup l'observer, il va écouter, il va ressentir dans son corps et il va y prendre à faire connaissance et confiance à cette nouvelle figure d'attachement secondaire. On parle de figure d'attachement pour les parents. Papa et maman sont une figure d'attachement. Une figure d'attachement, c'est pas forcément la notion d'amour, c'est la notion de protection. Quand l'enfant se sent en danger ou qu'il a besoin de quelque chose, il va exprimer par des pleurs. Eh bien, les figures d'attachement sont les personnes qui vont venir répondre à ses besoins. Donc, depuis qu'il est né, ces figures d'attachement sont les parents. Et là, ça va être une nouvelle personne. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de figure d'attachement secondaire. Et ce lien, il est fondamental pour que l'enfant il se sente protégé et soutenu lorsqu'il est séparé de ses parents. Donc, pour être en confiance, il faut qu'il sente que cette personne est une figure d'attachement qui va répondre à ses besoins. Et ensuite, le temps d'adaptation, bah, ça permet de réduire l'anxiété due à la séparation. Ça, c'est le gros point de l'adaptation, ça va être d'apprendre à se séparer. Et c'est normal qu'un bébé soit anxieux quand il se sépare de son parent, c'est quelque chose de naturel parce qu'en fait, quand le bébé a besoin de quelque chose, eh bien, en fait, ce sont ses parents qui vont venir y répondre. Donc, ce sont ses parents qui vont le sécuriser. Donc, si il n'est plus avec les personnes qui le sécurisent, eh bien, il va être anxieux. Et ça, c'est tous les bébés du monde et c'est complètement normal quand on a eu un attachement sécurisant avec des personnes qui répondaient à nos besoins. Quand on est séparé d'eux, eh bien, on va sentir un petit stress. Mais l'adaptation qui va être dite progressive, donc petit à petit, va permettre de diminuer cette anxiété. Car le bébé, il apprend petit à petit que si ses parents s'en vont, eh bien, ils reviennent. Et ça va réduire la peur de l'abandon. En répétant les séparations qui vont être plus ou moins de plus en plus longues, en fait, au début, on va faire des petits temps de séparation et puis après, on va augmenter le temps de séparation. L'enfant, il va s'habituer à l'idée de séparation. Il commence à comprendre que ce n'est pas une situation de danger. Ce n'est pas parce que papa et maman ne sont pas là que je suis en danger, car il y a une autre personne qui peut répondre à mes besoins. Et du coup, cela va diminuer son niveau de stress et ça va permettre à l'enfant de vivre toutes les futures séparations plus sereinement. Donc ça va faciliter sa séparation et le mot d'ordre, c'est vraiment qu'il se sente en sécurité. Alors, quels sont les différents aspects de l'adaptation? Donc le premier, ça va être de découvrir le nouveau lieu d'accueil. Donc ça peut prendre quand même plusieurs jours. Donc c'est pour ça qu'on va éviter les séparations dès le premier jour. Parce que l'enfant, il est déjà dans l'observation, la découverte de ce nouvel espace. Vous savez, un enfant, il va beaucoup apprendre, enfin, il va essentiellement apprendre par ses sens. Donc, il va s'acclimater en observant tout ce qui se passe autour de lui. Donc, il y aura beaucoup d'informations sensorielles à enregistrer, à découvrir. Donc, il va s'acclimater au visage, hein, au visage de la personne qui va s'occuper de lui, au visage des autres enfants qui vont être présents dans le lieu d'accueil, aux différentes odeurs, aux différents bruits, aux différents jeux, à l'ambiance. Donc, il a beaucoup de choses à observer et à découvrir. Donc, les premiers jours, on est vraiment sur cette découverte et cette observation. Ensuite, donc comme on l'a déjà dit, la création de liens d'attachement. Donc ça va prendre plus ou moins du temps. Le bébé, il doit sentir qu'il peut faire confiance. Pour se libérer et être en sécurité dans les bras de la personne qui s'occupe de lui, il faut qu'il puisse lui faire confiance. Comment l'enfant va commencer à créer cette confiance? Eh bien, c'est en écoutant, en observant, en découvrant les gestes, le ton, les paroles de cette personne que l'enfant va créer ce lien de confiance. Mais comme nous, quand on rencontre une nouvelle personne, on va déjà l'observer avant de lui faire confiance. On va pas lui dire tout de suite: «Bah, tiens, tu peux surveiller mes affaires». Non, on va observer comment elle est. Est-ce que cette personne nous semble une personne digne de confiance? Bah, c'est pareil pour un bébé et du coup, pour nous, professionnels, ce qui va être essentiel pour créer un attachement sécurisant, ça va être de répondre en adéquation aux besoins du bébé, de répondre
rapidement, de ne pas laisser le bébé pleurer 5, 10, 15 minutes. Dès qu'il commence à pleurer, on vient vers lui, on répond à son besoin. De montrer qu'on est disponible, de montrer qu'on est constant. On répond toujours de la même manière et on répond avec douceur et chaleur. Donc si vous avez ces 5 choses que je vais répéter, être en adéquation entre le besoin de l'enfant, l'expression du besoin et la réponse, être, rapide, donc venir répondre rapidement à, ce qu'il nous demande, ses pleurs, être disponible, être constant, ça, c'est la chose la plus difficile, la cohérence, la constance, parce que en fonction de ce qu'on vit, des autres enfants, on va pas forcément toujours pouvoir répondre, mais ça, c'est vraiment le point clé et d'être doux. Donc si on a ce combo, en général, les liens de confiance se font très rapidement. Proposer un rythme progressif. Donc, au début, il est nécessaire que le parent il reste dans le lieu, qu'il soit présent. Donc présent, ça veut dire qu'il ne soit pas avec ses mots fléchés ou son téléphone, mais qu'il soit disponible pour son enfant, dans l'observation, dans le lien. En fait, le parent va être un repère essentiel car, comme je vous l'ai dit à la slide avant, c'est la figure d'attachement. Donc c'est la personne qui sécurise l'enfant. Donc s'il sent que le parent est là, disponible, et sécurisant, l'enfant va se sécuriser petit à petit parce qu'il va voir son parent qui est tranquille, qui est naturel et en plus qui communique avec la professionnelle. Et s'il sent que quand il communique, le parent est bien, et ben petit à petit, le petit va se sentir de mieux en mieux. Et dans un rythme progressif, quand l'enfant se sent bien, que le parent se sent bien, on va commencer à pouvoir faire des séparations pour que l'enfant s'habitue à être dans ce lieu où son parent était bien, où lui va être bien aussi avec cette personne. Donc c'est important dans le rythme progressif que l'enfant voit que le parent et le professionnel s'accordent ensemble et créent un lien de confiance. Dans l'adaptation, il va avoir aussi beaucoup de réactions émotionnelles. Donc le bébé, il va exprimer son stress, hein, parce qu'il y a beaucoup de stress quand on va découvrir un nouveau lieu et son inconfort. Des fois, ça va être surtout, «Je suis pas contente d'être là, je suis inconfortable, c'est pas comme d'habitude». Mais si la personne est très sécurisante, il va avoir un niveau de stress moins fort. Donc l'enfant, il peut exprimer des pleurs, un peu d'agitation ou juste des changements de comportement. Donc il va pas manger comme d'habitude, il va moins dormir ou au contraire, il va plus dormir. C'est normal parce qu'il va vivre un grand chamboulement. Donc le savoir, se dire que les enfants ont des réactions émotionnelles différentes quand ils sont en période d'adaptation, c'est important de le savoir et de banaliser. Plus on va s'habituer à ça, plus on va pouvoir aussi prévenir les parents. C'est assez classique que les enfants aient ce comportement pendant les périodes d'adaptation, comme ça les parents sont rassurés parce que souvent, les parents ne se rendent pas compte et ils se disent: «S'il ne dort pas, s'il ne mange pas, c'est qu'il va pas bien». Alors que non, c'est qu'il est en train de s'habituer tranquillement, mais déjà, il est déjà en train de jouer, il est déjà en train de sourire, donc on est déjà sur, un temps, enfin l'enfant est en train de s'acclimater. Et les aspects aussi importants de l'adaptation, ça va être l'importance de la routine. Pour que les enfants soient, rassurés, on le sait, ils ont besoin, de routine. Donc pendant l'adaptation, il est très important de créer ce sentiment de sécurité et de donner des repères à l'enfant. Comme ça, l'enfant, il va pouvoir prévoir ce qu'il va vivre parce que tout est nouveau. L'environnement, la personne, les enfants, les jeux, ce qu'on me donne à manger. Donc en fait, c'est très important, voilà, d'avoir des moments où il y a un temps bonjour, il y a une petite chanson de transition avec un petit jeu. Après le petit jeu, on change la couche. Après le changement de couche, on va manger et c'est pas, le changement de couche se fera en début de matinée. Enfin voilà, essayez de vraiment avoir un planning et des repères. Ça, je dis surtout ça pour les nouvelles, assistantes maternelles ou les nouvelles professionnelles. En général, quand on est une professionnelle aguerrie, on connaît l'importance de la routine et c'est même l'essentiel de notre journée. Donc voilà les aspects, principaux de l'adaptation. Alors, maintenant on voit les différents temps. Donc il y a déjà un temps, avant. Avant, l'adaptation, il y a la première rencontre. Il y a l'inscription, donc c'est soit si vous êtes, à domicile, une assistante maternelle, bah, la première inscription, elle se fait, auprès de vous, où les parents ont parfois déjà visité les lieux ou pas. Vous avez répondu aux premières questions, vous avez un petit peu présenté votre projet, vos valeurs.
Soit si vous êtes, en professionnel à la petite enfance, en structure, les parents ont déjà rencontré la directrice, parfois aussi visité la crèche, et avant l'adaptation, ils ne connaissent pas encore la référente, ils ne connaissent pas encore où va dormir, leur enfant. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on doit prévoir avant l'arrivée, de la famille. Ça va être de prévoir une place, de mettre des étiquettes sur le petit casier, de prévoir un petit lit pour cet enfant, pour que en fait les parents et l'enfant se sentent attendus, pour que le jour J, quand, le parent arrive à l'adaptation, bah, on ait déjà prévu: «Ah bah, regardez, voilà, là, c'est là l'espace dans mon entrée, je leur mets chacun une petite caisse et ben ça, ce sera la caisse de Mathéo». Voilà, donc ça, c'est important, pour que les enfants que la famille se sente, attendue, de le prévoir en amont, pas le jour J: «Oh bah, je vais faire les étiquettes dans la semaine». Non, c'est bien de le faire avant. Ensuite, les premiers jours, donc on va faire un accueil progressif comme on en a déjà parlé et ça va être beaucoup autour de la discussion avec les parents, donc apprendre à connaître la famille et connaître, les habitudes de vie de l'enfant. Donc ça, on va le voir après en détail et pour les premières séparations, votre rôle de professionnel, ça va être d'être médiateur. Donc d'être là pour mener et accompagner, soutenir le parent et l'enfant. Alors ça, on va pas en parler énormément pendant cet atelier parce qu'on va refaire un atelier, courant septembre sur les séparations, et vraiment sur les séparations qui sont difficiles. On en parlera plus en détail dans cet autre atelier. Alors, accueillir une famille. Donc déjà, c'est important que chaque membre de la famille se sente reconnu et se sente accueilli par la professionnelle. Donc c'est important de donner un regard à chacun et de faire l'alliance, donc d'être souriant, d'être chaleureux, parce que les parents, bah, sont souvent, stressés, hein, par cette rencontre, parce qu'ils vont, laisser, bah, la chair de leur chair, donc ils ont besoin de sentir que la personne est la bonne et qu'elle est, disponible et qu'ils vont pouvoir créer ce lien de confiance avec elle. Donc vous allez pouvoir rentrer en communication, avec les parents, du début sans tout de suite se centrer sur l'enfant. C'est: «Ah, vous avez trouvé facilement pour vous garer». S'il y en a un qui enlève ses chaussures: «Ah, c'est très gentil, je vois que vous enlevez vos chaussures spontanément, vous vous rappelez de ce que je vous avais dit la première rencontre». Enfin voilà, on le fait d'un ton chaleureux et on montre, qu'on est accueillant et qui vont faire partie de cette aventure avec leur enfant. Donc les premiers échanges, on peut partir autour de la famille. Avant de parler en détail de l'enfant, on peut parler, de qui sont ses parents, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui se passe pour leur famille? Donc commencer avec des questions un petit peu d'ordre général, du coup, vous habitez dans le quartier depuis longtemps? Est-ce que vous êtes dans un appartement, une maison? Enfin voilà, sans être trop questionnant, mais voilà, d'essayer d'avoir un échange assez fluide, assez naturel, et parler, rapidement aussi du mode de garde. Est-ce que c'est son premier mode de garde ou est-ce que cet enfant a déjà eu l'habitude d'être gardé? Donc pour voir un petit peu aussi ce qui se passe au niveau de l'environnement. Est-ce que c'est une famille qui a un entourage? Est-ce que l'enfant a des frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des cousins? Est-ce qu'il y a des grands-parents? Donc comme ça, vous allez pouvoir, naturellement un petit peu faire le tour déjà pour voir si cette famille est soutenue, ou si, c'est une famille, ben, qui est assez seule. Donc quel est son niveau de relation et savoir aussi si l'enfant a déjà eu l'habitude de voir d'autres personnes. Et on va ouvrir, aussi la question sur est-ce que c'est un choix de devenir chez une assistante maternelle ou dans une crèche ou, que vous faites ce choix par dépit parce que vous n'avez pas eu de place? Ça, c'est important de tout de suite demander, même si peut-être ça nous paraît évident qu'ils sont chez nous, donc c'est ce qu'ils ont choisi. Des fois, voilà, c'était pas leur choix principal et ça peut du coup amener une discussion sur les craintes et les inquiétudes des parents. Plus on va connaître les craintes, plus on va pouvoir y répondre et sécuriser toute la famille. Il y a des parents qui veulent pas du tout la crèche parce qu'ils ont peur du groupe, ils ont peur, qu'on réponde pas aux besoins de leur enfant, ils ont peur que leur enfant, et ben, il se fasse agresser parce qu'en collectivité, bah, il y a plus d'autres, d'enfants, donc plus d'interactions. Des fois, bah, ils ont peur de l'assistante maternelle parce qu'ils ont peur de confier à une seule personne ou alors au contrario, bah, ils veulent un endroit très cocooning, mais là, vous apprenez que finalement, vous avez 4 enfants en charge avec beaucoup de grands. Donc, c'est important, voilà, d'aller questionner sur les craintes, les inquiétudes autour, du mode de garde. Et
Quand vous avez parlé un petit peu de ces craintes et des inquiétudes, vous allez pouvoir, vous, identifier les freins et les blocages sans en parler forcément aux parents, mais que vous les ayez en tête pour savoir un petit peu quels vont être vos objectifs, parce que pour chaque famille, pour chaque enfant, on a un peu des objectifs différents. Par exemple, il y a une famille où il y aura beaucoup de fusion, donc ça va ce qui va être l'enjeu, ça va être d'apprendre à l'enfant et aux parents à défusionner. Il y a des parents qui vont avoir peur de l'inconnu, donc ils vont être très méfiants. Il y a des parents qui vont être beaucoup dans la culpabilité, des parents qui ont pas envie de retourner au boulot, qui pour eux, c'est leur rôle de s'occuper de leur enfant, mais qui se sentent obligés pour des raisons financières. Donc d'aller écouter aussi cette culpabilité. Il y a des parents qui ont peur aussi que leur enfant ne les aime plus, donc ils vont se comparer, se dire qu'ils sont pas à la hauteur et que vous, vous êtes une super professionnelle, limite ils vont avoir peur et se comparer à vous. Il y a des parents qui peuvent avoir peur de l'abandon. Est-ce que mon enfant va se sentir abandonné si je le laisse? Parce qu'eux, peut-être, ont vécu aussi de l'abandon. Donc c'est intéressant dans ce recueil d'informations, d'écouter les parents et d'un petit peu aller voir qu'est-ce qui peut les bloquer et pouvoir du coup s'adapter à eux, à leur caractère et à leurs craintes. Parler aussi de la place de chacun, ça c'est essentiel. Parce qu'il y a plein de parents qui ont très, très peur que le professionnel, ils se sentent un peu en compétition avec le professionnel, que le professionnel sache mieux qu'eux et leur explique comment ils doivent être parents. Alors, ce qui va être important quand on accueille une famille, c'est de leur rappeler qu'ils sont les premiers éducateurs de leur enfant et qu'on soit une personne qui soit attentive et contenant envers eux et que notre objectif, ça va être de savoir comment eux, ils s'occupent de cet enfant pour pouvoir créer une continuité avec ce qui se passe à la maison. Montrer qu'on est là pour être complémentaires. Considérer les parents plutôt comme des collaborateurs, des partenaires plutôt que des personnes qui vont juste nous laisser leur enfant. Pour ça, il faut s'écouter, il faut respecter les différences, il faut faire preuve de souplesse, donc montrer qu'on va s'adapter à eux et en même temps montrer nos besoins et poser notre cadre. Donc ça va être important grâce, à notre projet d'accueil. Donc présenter nos valeurs et notre projet, on va pouvoir aussi poser notre cadre. Et ce qui va être essentiel dans la place, ça va être aussi de reconnaître les compétences et les qualités de chacun. Les parents, eux, ils connaissent parfaitement la personnalité et les réactions émotionnelles de leur enfant. Forcément, ils l'ont vu grandir, ils s'occupent de lui depuis qu'il est né. Alors que les pros, elles connaissent les étapes du développement de l'enfant et elles connaissent toutes les petites astuces du quotidien pour accompagner au mieux les enfants parce qu'elles ont de l'expérience. Donc ensemble, il va falloir se serrer les coudes et s'apporter. Donc, dire aux parents que on va faire équipe. Vous, vous connaissez mieux votre enfant, moi, je connais bien le développement et ensemble, on va pouvoir réfléchir, discuter, analyser, essayer de comprendre ce qui se passe dans tous les comportements pour proposer le meilleur accueil à votre enfant. Vous voyez, si vous avez un discours dans ce sens-là, ça va permettre aux parents de se sentir plus en sécurité et de voir qu'ils ont une place essentielle aussi, dans ce temps d'adaptation. L'objectif, ah bah, ça va être de créer une relation de coéducation. Donc la coéducation, c'est ensemble, on collabore, on va créer une continuité entre la maison et le lieu d'accueil pour répondre au plus proche aux besoins de l'enfant. Donc ça, c'est des termes qui sont quand même importants de connaître et d'expliquer aux parents. Et autour de tout ça, présentez votre lieu d'accueil et vos valeurs éducatives si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc si vous ne l'avez pas vraiment fait avant, l'adaptation, c'est important d'avoir votre projet d'accueil sous les yeux ou le projet éducatif si vous êtes en structure, le projet pédagogique, pour montrer vos valeurs aux parents. Donc les valeurs, c'est vraiment la façon dont on travaille. Donc, si vous travaillez autour de l'autonomie, de la motricité libre, le langage des signes, la DME, le respect du rythme, enfin, il y a plein de choses, je pense, dans vos valeurs, mais c'est important que les parents aient conscience de quelle est la direction de votre travail. Que vous présentiez aussi votre organisation, votre planning du quotidien, est-ce que vous faites des sorties, est-ce que vous avez des projets? Pour que les parents puissent vous poser toutes les questions en lien, avec votre quotidien pour qu'ils puissent avoir, un regard et une idée de ce que va vivre leur enfant dans la journée. Parlez aussi, présentez votre environnement. Si vous n'aviez pas fait visiter, votre lieu de travail aux parents, eh bien, ce sera de leur montrer l'espace de jeu.
d'expliquer comment il est pensé, comment il est organisé, que vous avez choisi des coins jeux, que les jeux sont rangés, qui sont sortis de telle ou telle manière. Heu Présenter aussi l'espace repas, l'espace, sieste, les mesures de sécurité que vous avez choisies. Vous pouvez parler aussi de tout ce qui va être prévention des accidents, de l'hygiène, de les produits que vous utilisez, que vous avez des serviettes à usage unique, des casiers individuels pour montrer que voilà, que vous respectez l'individualité. Si par exemple pour les doudous, vous avez des petites maisons, des petits casiers des doudous pour éviter qu'ils soient mélangés ou pour les tétines pareil, des petits accroches tétines. C'est important de le signaler aux parents. De présenter aussi les règles de vie. Comment vous fonctionnez? Donc au niveau de tout ce qui va être administratif, donc la gestion des jours d'absence, des enfants malades, mais aussi au niveau, des enfants. Par exemple, chez moi, bah, c'est autorisé qu'ils montent sur le petit canapé. J'interviens, je dis non quand, les enfants, ils se mettent en danger ou qu'il y a de l'agressivité, c'est tout. Les enfants, ils ont le droit de détourner les objets, ils ont le droit de monter, sur le toboggan par l'avant. Par contre, chez moi, au niveau de l'hygiène, je veux pas qu'il y ait de chaussures, donc je veux qu'ils aient des chaussons. Donc c'est important à ce moment-là, dans la présentation de votre projet, aussi de donner vos règles de vie. Nous, chez Gazouillis, on propose souvent des ateliers pour vous aider à écrire votre projet. Et aussi, on a des petits outils pour écrire les règles de vie. Ça peut être bien d'avoir, des petites règles qui sont affichées. Ça nous aide après quand il y a des conflits ou des difficultés, dans l'année, à revenir sur les règles de vie du quotidien. Donc pendant la période d'adaptation, ça va être essentiel de représenter en détail votre projet et pas juste de le donner aux parents. Alors, quand je vous dis en détail, ça va être de reprendre les gros points, là, comme je vous ai montré par exemple. Si vous il y a d'autres points qui vous paraissent essentiels, évidemment les rajouter ou en enlever si ça ne vous paraît pas essentiel. Mais, ça va être important pour les parents de savoir, ce qui se passe réellement chez vous. Ensuite, le recueil, des habitudes de vie de l'enfant. Donc, là, je vous donne une idée, mais bien sûr, vous pouvez rajouter, des choses, en enlever. Ça peut être sous forme de questionnaire. Hem, donc vous avez, plusieurs questions à poser aux parents. Donc, vous pouvez leur donner le questionnaire en amont ou le remplir avec eux. C'est, je pense, mieux de le remplir avec eux parce que, les parents, quand ils sont en train de l'écrire, ils ont pas toutes les questions complémentaires. Alors que quand vous allez être avec eux, vous allez pouvoir penser à plein de questions. Donc je vais vous donner des idées de questions que vous pouvez, poser aux parents, en fonction des différents items. Donc, par exemple, pour l'identité, bah, quel est son nom complet, son âge, s'il a un doudou, une tétine. Donc, son environnement relationnel, si vous n'avez pas réussi forcément à en parler, au début, avec la famille, eh bien savoir si, il est gardé par des grands-parents, s'il a des frères et sœurs, est-ce qu'il a des cousins de son âge? Est-ce que vous faites des sorties régulièrement? Est-ce qu'il, par exemple, il est allé au bébé nageur, à la baby gym? Est-ce qu'il va à la médiathèque? Est-ce que cet enfant a l'habitude, en fait, de sortir du cocon familial? Au niveau de la santé, alors tout problème qui sont survenus, on va pas juste, poser la question: «Est-ce qu'il a des allergies? Est-ce qu'il a un traitement?» On va aller aussi plus loin, de savoir, bah, est-ce que petit, il a fait, des bronchiolites? Est-ce qu'il y a eu des séjours à l'hôpital? Est-ce qu'il a été sujet à de la constipation? Est-ce qu'il y a eu des soucis pendant la grossesse ou à l'accouchement? Tout ce qui a pu faire partie de sa vie, et ça peut être important même si aujourd'hui il n'a plus ces problèmes de santé, parce que ça peut rester une crainte pour le parent. Si par exemple c'était un petit poids de naissance, un enfant prématuré, qui aujourd'hui est sur une bonne courbe, de poids, mais ça peut être des parents qui vont être anxieux sur l'alimentation. Donc ces questions de santé, moi je vous invite vraiment à aussi poser des questions sur, alors sans demander tous les détails de la grossesse, mais est-ce qu'il y a eu des choses pendant votre grossesse, à l'accouchement? Il y a eu, voilà, d'aller un petit peu ouvrir, cette question de la santé. Parce que voilà, si on fait remplir le questionnaire: «Y a-t-il des problèmes de santé?» Souvent le parent, il va nous mettre RAS, non. Alors que petit à petit, au bout de peut-être 2, 3 mois et des fois au bout d'1 an, on apprend des choses. Donc c'est essentiel d'aller plus questionner. Au niveau du développement moteur, eh bien de savoir, quelles sont ses capacités, où il en est, et comment ça se passe à la maison. Si, il est assis sur un tapis, si les parents l'ont mis dans un parc, dans un trotteur, si les parents l'assoient. Si par exemple vous faites de la motricité libre, vous allez pouvoir en parler à ce moment-là, que d'asseoir son bébé, ce n'est pas une position physiologique, voilà donc vous au f en avec les questions, vous allez aussi pouvoir vous expliquer comment vous fonctionnez dans votre quotidien. Mais on va laisser plus la parole aux parents à ce moment-là,
même si, on va avoir envie d'expliquer que nous, on n'a pas de parc, on n'a pas de trotteur. Là, on est vraiment sur le recueil d'informations. C'est vraiment si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est vraiment différent et que vous n'allez pas pouvoir faire chez vous ou que vous ne voulez pas faire, hein, parce que ce ne sont pas vos valeurs professionnelles, vous pouvez, ouvrir le dialogue, mais sans prendre le dessus. C'est vraiment laisser les parents, répondre aux questions. Au niveau du langage, bah, souvent si c'est des petits, on va pas demander ce qu'ils sont capables de dire, mais comment il se fait comprendre? Est-ce qu'il est expressif? Est-ce qu'il a des gestes? Est-ce qu'il montre? Qu'est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il répond à son prénom? Est-ce qu'il y a des petits mots de vocabulaire? Donc dans le niveau du langage, voilà, vous avez plein de petites questions, différentes, pour voir un petit peu où il en est de son langage. Au niveau alimentation, bah, pareil, ça va être, est-ce que l'enfant est toujours, allaité? Est-ce qu'il a une alimentation diversifiée? Qu'est-ce qu'il a déjà introduit comme aliment? Quels sont les aliments qu'il apprécie ou non? Est-ce qu'il mange en mixé, en morceaux, écrasés? Est-ce qu'il est capable de boire au verre ou à la tasse? Est-ce qu'il mange seul? Est-ce qu'il faut l'accompagner? Est-ce qu'il a bon appétit? Est-ce qu'il mange doucement, rapidement? Donc vous voyez, il y a plein de questions qui, vont être importantes de connaître, de savoir. Parce qu'on peut avoir un bébé en adaptation qui va beaucoup pleurer au moment du repas parce que nous, on prend le temps, alors que c'est un petit glouton et lui, il a l'habitude de manger plus vite. Donc en fait, de suivre le rythme et de savoir comment ça se passe à la maison, ça va nous permettre d'être dans cette coéducation et du coup d'accompagner l'enfant, au plus près de ce qu'il vit à la maison. Au niveau sommeil, ben, quelle est la durée de ces temps de sommeil? Donc est-ce que, la nuit, combien de temps il dort la nuit? Combien de temps il dort à la sieste? Combien de siestes il fait dans la journée? Quels sont les rituels? Est-ce qu'il dort dans le noir complet? Est-ce qu'il dort seul? Est-ce qu'il s'endort seul? Ça, c'est important de demander parce qu'il y a des parents, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en crèche, les parents ne nous expliquaient pas: «Non, il dort très bien, tout va bien, il dort 2 heures», mais en fait, il s'endormait soit dans le lit de papa et maman, soit devant un dessin animé, soit au sein et en fait, ça, on l'apprenait après 15 jours d'adaptation. Donc c'est important d'aller vraiment, voir, qu'est-ce qui se passe pour cet enfant au niveau du sommeil? C'est vraiment un gros sujet en général, le sommeil. Comment ça se passe quand il se réveille? Quelles sont vos attitudes? Quelles sont vos attitudes parentales? Qu'est-ce que vous faites pour le rendormir? Comment fait la maman? Comment fait le papa? OK, donc c'est bien, voilà, d'avoir un petit peu fait le tour de toutes ces questions. Ça, c'est des questions aussi qu'on pose, enfin que je trouve essentielles pour les jeux et pour la frustration. Les jeux, ça va nous aider dans notre posture professionnelle quand, l'enfant va être laissé, au cours des premières séparations, heu parce qu'en fait, on va savoir ce qu'il a à la maison. Donc les jeux, moi je demande aux parents: «Qu'est-ce qu'il aime comme jeu?» Et qu'est-ce que vous, faites comme jeu avec lui? Donc déjà, quelles sont les relations, le lien, les jeux entre le parent et l'enfant et quels jeux vous avez à la maison? Comme ça, on va pouvoir proposer des jeux que l'enfant connaît et qui vont le mettre plus en sécurité. Et les réactions face à la frustration, donc ça, c'est une question, à partir, bah, de l'âge où les enfants commencent à explorer, à être un petit peu à 4 pattes. Pour des tout petits bébés, on va pas forcément poser cette question parce qu'ils sont pas encore, frustrés. Mais, qu'est-ce que fait votre enfant quand vous lui dites non? Quelles sont ses réactions? Donc on va voir aussi comment le parent, il décrit les réactions de l'enfant et quelles sont vos réactions? Qu'est-ce que vous faites, vous, quand, il vous dit non, quand il crie, quand il tape? Comme ça, on a déjà des renseignements aussi sur le style, d'autorité du parent. Est-ce que ça va être plus quelqu'un, d'autoritaire, de laxiste ou qui est dans la responsabilité, qui va expliquer à son enfant? Et ça aussi, ça peut nous amener aussi à expliquer un petit peu notre vision, nous, comment on va se positionner par rapport à la frustration et les limites. Donc voilà un petit peu pour, les habitudes. Ensuite, les premiers jours. Donc les premiers jours, ça va être, important, bah, de proposer un planning qu'on va, pouvoir, proposer de manière flexible. Donc après, je vous proposerai 2 plannings de 5 jours et de 2 semaines et c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux et ce qui est possible aussi, de mettre en place chez vous. Donc, pour ces premiers jours, ça va pas tout de suite, se précipiter sur le questionnaire. Ça va être déjà d'accueillir, de prendre le temps de rencontrer les parents, de leur proposer un café, enfin essayer d'être chaleureux, de faire connaissance avec les questions, «Est-ce que vous habitez dans le quartier? Est-ce qu'il a déjà été gardé? Pourquoi vous avez choisi une assistante maternelle?» Donc voilà, de faire connaissance, de proposer des jeux, de parler doucement à l'enfant au début, de demander aux parents
s'ils préfèrent dans un premier temps parler de leur enfant ou qu'on leur explique comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, souvent, moi je me rendais compte en crèche, c'était on commençait à parler des habitudes de vie de l'enfant et en fait le parent, quand il nous parlait par exemple de l'alimentation, qu'ils avaient, des soucis à la maison, il disait: «Mais vous, comment vous faites?» Donc moi je vraiment pour ne pas, que le parent soit surchargé d'informations, je lui disais: «Aujourd'hui, on va se concentrer soit sur comment ça se passe à la crèche ou soit comment ça se passe chez vous et on verra demain, chez vous ou demain on verra la crèche». Donc d'essayer de rester sur soit, bah, je vous explique comment se passe l'accueil à la maison, soit vous m'expliquez la journée pour éviter de partir dans un enfin dans trop d'informations. Le top du top, ce serait d'arriver à, être dans un échange et ne pas écrire ce que le parent nous dit, et plutôt de prendre des notes quand le parent s'en va. Ça, c'est vraiment si on peut, si on a une bonne mémoire, parce que comme ça, on est réellement dans l'échange, dans le lien, dans le regard et on peut suivre l'émotion du parent. Plutôt que si on est dans un questionnaire où on baisse les yeux et on note, et bien, en fait, on va pas être dans la même relation et ça va être moins dans on va moins créer facilement ou rapidement cette relation de confiance. Marie? Les oui? Oui, je t'interromps juste une seconde, j'avais une double question, sur Vas-y. le même thème, sur le sujet du questionnaire. Est-ce que à tout hasard, nous avons à disposition un exemple de questionnaire qu'on pourrait potentiellement communiquer dans le mail replay, Eh ben non, j'en ai jamais vu chez Gazouillis. Donc peut-être que je n'ai pas allé chercher ces informations. Peut-être que Juliette en avait créé un. Juliette, c'est l'ancienne responsable Mmh, pédagogique et peut-être qu'elle en avait créé un. Donc je regarderai dans la Gazouthèque, faut regarder dans la Gazouthèque, mais moi j'ai jamais vu cet outil. super, merci beaucoup. Je me note le point aussi, ce sera l'occasion de le créer sinon. Mmh, Et si on l'a, on vous l'envoie directement, on vous enverra un petit mail après l'atelier, on vous le transmettra. Dans le cas contraire, ça nous fera un peu de travail, mais ce sera l'occasion de le créer. mmh. Merci Marie. Il y avait pas d'autres questions? Je crois qu'il y avait 2 questions. Ah oui, c'était 2 fois la même question. Ah C'était d'accord, Lénory qui OK, rebondissait en disant: «J'allais poser la même question», donc OK. Bah, souvent, c'est bien de se créer son propre questionnaire parce qu'on n'a mmh, pas forcément, enfin moi, quand j'arrivais dans des structures, en général, je recréais un peu mes questions, par exemple, notamment sur la frustration, sur le choix du mode de garde. C'est pas forcément des choses que je voyais, dans les questionnaires déjà préétablis et du coup, c'était important pour moi de recréer mes propres questionnaires. Mais c'est vrai que d'avoir une base, bah, ça peut aider, donc vous avez raison de poser la question. Du coup, je repars sur le planning de 5 jours. Donc là, je vous propose des petits plannings. Évidemment, c'est adapté en fonction de vous, de vos possibilités et aussi des parents. Un planning sur 5 jours. Le premier jour, bah, l'enfant est là avec son parent, 1 à 2 heures. Donc le bébé va découvrir, l'environnement, tout en restant proche du parent et on va pouvoir commencer à créer ce lien de confiance. 2e jour, séparation courte. Moi, je mets première séparation de 30 minutes. Ça m'est même déjà arrivé de faire des séparations de 10 minutes. Juste le parent part aux toilettes et revient. Donc on est sur des séparations qui vont être dites progressives. Si, il y a des gens qui vont commencer tout de suite le 2e jour à faire une séparation d'1 heure, moi c pour moi, ce qui est important, c'est que ce soit des petits moments et que l'enfant, se sente en sécurité. Donc si vous sentez qu'au bout d'1 heure, l'enfant va pas être en sécurité, de montrer aux parents: «Est-ce que vous pouvez rester joignable? On fera peut-être que 45 minutes», mais l'objectif, c'est vraiment que ce soit des moments où l'enfant se sente, pas en danger et qu'il soit pas dans une, tempête émotionnelle. Le 3e jour, séparation plus prolongée, donc de 1 heure, voire 2 heures. Si vous avez fait 30 minutes, vous pouvez faire 1 heure. Si vous avez fait 1 heure, vous pouvez faire 2 heures. Donc que le bébé va parti et là, le bébé participe à une activité et commence petit à petit à s'adapter, à avoir, à être sans la présence de son parent, dans le lieu d'accueil. Le, 4e jour, une demi-journée de 3 heures, donc soit une matinée, soit une après-midi. Comme ça, l'enfant participe à un temps de repas, donc un goûter ou un repas. Alors moi, je fais aussi ça en fonction de l'enfant. Si c'est un enfant qui n'aime pas trop manger, qui a des problèmes au niveau de l'alimentation, je vais plus partir sur une après-midi avec un goûter. Comme ça, compote, fromage, petit gâteau, enfin ou pain, peu importe ce que vous proposez, ce sera, plus agréable pour un enfant qui aime pas trop manger et pour des bons mangeurs, ben, un repas du midi, c'est très, très bien, donc une matinée et le dernier jour, eh beh, une journée complète, mais une petite journée, donc par exemple, c'est arrivé vers 10:30-11:00, le repas, la sieste
et 1 heure après la sieste et l'enfant part en début d'après-midi. Donc c'est une petite journée de 4 heures. Moi, ce que je faisais beaucoup en structure, c'était dès le réveil des enfants, on appelait le parent, pour que le parent on montrait aux parents, on part sur 4 heures, mais ce serait bien que vous soyez assez flexibles si vous pouvez venir. Enfin, on sent aussi si les parents travaillent et ne peuvent pas venir, bah, c'est à nous, de nous adapter aussi. Et c pour des parents super flexibles, qui peuvent avoir, 2 semaines, ça c'est l'idéal, avec, une première semaine avec des tout petits temps de séparation, donc des périodes moi je mets 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes au début, jusqu'à 3 heures, donc jusqu'à ce qu'il ait fait une matinée, une après-midi et ça peut même être une petite sieste et la deuxième semaine, on commence avec des, petites journées, plus ou moins longues, avec, des temps d'activité pour que l'enfant voit vraiment tous les moments, de la semaine. Donc le professionnel, lui, son rôle, ça va être de vraiment ajuster, observer ce qui se passe pour l'enfant, mais ce qui se passe aussi pour le parent. Parce qu'un enfant peut être très à l'aise, mais c'est un parent qui va être en état de stress. Donc adapter, les horaires, ça peut être, aussi pour les parents. Ensuite, eh bien, on va voir des petits cas pratiques maintenant. Alors, un enfant qui refuse le contact et qui va repousser l'adulte qui cherche à le réconforter. Donc, ça arrive qu'il y ait des enfants qui n'aient pas du tout envie qu'on les prenne dans les bras hein, parce que pour l'instant, ils ne sont pas en confiance. Ils ne nous ont pas encore identifiés comme figure d'attachement secondaire. Donc, il va falloir aller en douceur, chercher ce qui peut apaiser cet enfant. Un doudou, une musique, être loin des autres. Des fois, c'est souvent qu'il y a trop de stimulation, il y a trop d'autres enfants, il n'est pas habitué, donc de proposer un petit coin cocooning douillet où il sera à l'écart du groupe et d'essayer au à ce moment-là, au maximum, de laisser le groupe en autonomie. Donc proposer, par exemple, un livre, un imagier avec un CD-ON où les enfants, vous savez qu'ils l'adorent, qu'ils vont rester calmes dans un coin. Être dans le jardin, comme ça, les enfants ont tous un petit vélo et du coup, ils sont pas toujours à vous solliciter et du coup, vous pouvez prendre le temps d'être avec ce nouveau petit, hem et lui proposer des jeux. Donc ça va être important aussi à ce moment-là de voir d'avoir observé quand il était avec ses parents, les premiers jours, qu'est-ce qu'il faisait comme jeu? Qu'est-ce qui le faisait sourire? Qu'est-ce qu'il aimait? Comme ça, de lui proposer ces petits jeux et de rester à côté. Donc d'être disponible par le regard et pas forcément chercher le contact à tout prix si pour l'instant il n'est pas prêt. Il faut aller aussi au rythme de l'enfant. Un enfant qui va être au contraire un tempérament assez affirmé, qui va être plus brusque, qui peut jeter les jouets, qui va montrer sa frustration en exprimant de la colère. Là, il va falloir canaliser. Donc ça va être plus, faire des jeux avec le corps. Donc par exemple, proposer des roulades, des danses, de la piscine à balles, de jeter, des jouets, donc faire des boules de papier, jeter des boules de papier. Proposer des livres aussi ou sur les émotions, sur la séparation. C'est important d'avoir des livres qui racontent comment ça se passe d'être séparé de papa et maman. Parce qu'en fait, souvent, l'enfant qui va exprimer que de la colère, c'est qu'en fait, il n'a pas accès aux autres émotions. Parce que derrière la séparation, il y a souvent de la tristesse et de la peur d'être séparé de sa figure d'attachement. Donc on peut montrer aux enfants que là, tu es en colère, mais aussi peut-être que derrière, tu as un petit peu peur. Tu es triste parce que tu voulais rester avec papa et maman, tu n'es pas encore habitué à être chez moi. Donc ouvrir aussi un dialogue avec la famille sur la gestion des crises. Donc ça, c'est un peu la question de comment il réagit face à la frustration. Si vous n'avez pas pu poser ces questions à l'adaptation, c'est important de savoir comment ça se passe à la maison. Quand il y a des crises de colère, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous lui dites? Parce que voilà, moi, ce que j'essaye et donc du coup, aussi, de faire de la psychoéducation, donc c'est-à-dire expliquer aux parents comment on accueille une émotion, comment on prend le temps de mettre des mots sur, les émotions des enfants. Et bien noter les signes de progression et de régression quand, dans la journée, bah, il y a eu beaucoup moins, d'agressivité, de frustration, de le dire et de le nommer. Ça va rassurer le parent et le parent va avoir aussi un autre regard sur son enfant et son enfant va aussi se sentir bien parce qu'on va noter qu'il va de mieux en mieux. Alors là, c'est quand les enfants n'ont pas encore eu l'habitude, d'être dans un nouvel environnement. Donc on va parler de relations assez fusionnelles. Donc là, ce qui va être important, ça va être d'ajuster le planning. Parce qu'en fait, là, ce qu'on peut toucher aussi, c'est le parent. Le parent qui va avoir, des peurs. Donc ouvrir un dialogue avec la famille, sur leurs propres peurs.
leur faire parler de leurs peurs, faire de l'écoute empathique. De dire aux parents: «Beh, oui, je comprends que c'est difficile pour vous de reprendre le travail et d'être séparés de votre enfant, d'aller chez une personne que vous ne connaissez pas». Plus le parent va pouvoir libérer, enfin, va parler de ses peurs, plus il va s'en libérer. L'objectif, ça va pas être de recréer une fusion avec cet enfant, parce que c'est un enfant qui va aussi certainement demander beaucoup les bras, mais ça va être de créer cet attachement sécurisant, où vous allez être disponible pour lui. Donc vous montrez que vous êtes disponible, douce, à l'écoute, et aussi de petit à petit lui montrer que chez vous, chez Nounou ou à la crèche, il va pouvoir aussi s'ouvrir à un nouveau monde, faire des nouvelles activités qui vont être très intéressantes pour lui. Par exemple du transvasement, des marionnettes, des petites choses créatives qu'il avait pas forcément l'habitude à la maison. Donc, proposer des petits jeux en gardant l'enfant dans les bras, sans forcément lui proposer de jouer si vous voyez qu'il est pas disponible, que pour l'instant il est en train de pleurer dans vos bras, mais sortez par exemple le transvasement. Ça, c'est un jeu. Souvent les parents, ils ont pas forcément des bacs de transvasement à la maison, et l'enfant, en voyant les autres enfants jouer avec la matière, bah, ça va leur donner envie. Donc ça va être de petit à petit permettre à cet enfant d'avoir envie de découvrir ce nouvel environnement. Mais la première chose, ça va être de sécuriser aussi les parents. Un enfant qui est inerte, ça c'est difficile, c'est des enfants qui, refusent ils se figent en fait, ils veulent pas forcément manger ou dormir ou jouer, et qui attendent leurs parents. Ça, c'est des enfants qui sont sur une grande réserve, ils sont pas en sécurité encore, ils sont assez stressés, ils sont ce qu'on appelle dans le figement. Donc c'est une réaction de stress, et l'objectif, ça va être de leur redonner du pouvoir d'action. Donc qu'ils puissent petit à petit s'ouvrir au jeu, s'ouvrir au reste du groupe. Donc ça va se faire, en restant un maximum à proximité de l'enfant. Ne pas le laisser seul. C'est des enfants souvent qui font pas de bruit, qu'on voit pas, mais du coup, il y a quand même beaucoup de stress et un grand chamboulement qui se passe en eux. Heu, Ce que j'ai mis, c'est proposer des petits jouets sensoriels. Des petits jouets sensoriels comme un espace Nozélène avec, des petites choses lumineuses, des petites choses qui font du bruit, du tactile. Tout doucement, vous en mettez sur le tapis à côté de l'enfant, et petit à petit, il va commencer à se défiger en touchant ces petits objets. Restez très flexible, même si vous allez montrer un repère de moi maintenant c'est le moment du repas, c'est le moment de la sieste. Si cet enfant n'a rien mangé au repas, de lui redonner un petit morceau de pain. Au niveau du sommeil, s'il n'a pas dormi, de lui proposer un petit coin cocooning dans l'après-midi, de sortir les tapis dans le jardin pour pas qu'il attende assis, son parent. Essayez au maximum, d'observer et surtout en parler aux parents. Comment ça se passe à la maison? Est-ce que quand il est chez vous, il y a aussi ces choses-là? Est-ce que c'était un enfant qui, ne mangeait pas aussi à la maison? Donc ça aussi, c'est important d'avoir fait le recueil d'informations en amont pour savoir si ça vient, de l'adaptation, du lieu d'accueil, ou si c'est un comportement que l'enfant a souvent. Et enfin, bon, un cas qu'on voit très régulièrement en adaptation, c'est un enfant qui refuse d'être posé et qui veut être que dans les bras. Donc là, ça va être de proposer des transitions en douceur, de poser l'enfant sur le tapis progressivement tout en restant à côté de lui. Ça, je le dis, c'est pas l'objectif, c'est pas de déposer le paquet et pour pouvoir être libre et se lever. Non, c'est que l'enfant s'habitue à être à côté de nous. Donc commencer par s'asseoir sur le tapis, puis progressivement le mettre à côté, ou alors juste ouvrir les jambes, que l'enfant soit contre nous, mais plus forcément sur nous. Déjà, on est sur une première étape, et une fois qu'on a réussi, parce que l'enfant a pris un petit jeu à côté, on va rester à côté, posé sur le tapis, et de lui dire: «Bah, je reste là, allez-y, jouez tous ensemble sur le tapis, moi je ne vais pas bouger». Donc ça, c'est vraiment essentiel quand on a des enfants qui ont besoin beaucoup des bras, de rester, beaucoup, posés auprès d'eux. Vous pouvez aussi porter les enfants en écharpe ou en porte-bébé, et tout en faisant vos tâches quotidiennes. Ce qui va être essentiel, c'est quand porte l'enfant en écharpe, ça va lui permettre déjà d'être proche de vous, mais aussi de commencer à observer ce qui se passe autour et d'interagir avec l'environnement. Là, on voit cet enfant, par exemple, qui regarde bien ce qui se passe à côté. Il va se sentir en sécurité contre la professionnelle, mais il va pouvoir commencer à observer et interagir
avec les autres enfants et rire de ce qu'ils voient, observer, avoir envie d'y aller. Donc l'écharpe et le porte-bébé, si, vous avez la possibilité, ce sont des très bonnes alternatives pour, mettre l'enfant en sécurité. Utiliser les jeux et les activités préférées de l'enfant, donc ça, c'est pour tous les cas de figure. Proposer des choses sur le tapis qu'il aime. Féliciter: «Oh, je vois que tu es resté sur le tapis, quelques minutes, tu as pris plaisir», heu et soyez patient. Ça, c'est l'essentiel. De toute manière, la période d'adaptation, c'est vraiment beaucoup de patience. Plus on va, accepter que l'enfant, aille lentement se détacher de nos bras, plus, ça va le sécuriser et du coup, moins il va vivre de stress et d'anxiété. Et enfin, les différentes techniques pour faciliter l'adaptation. Le premier, bah, la communication avec les familles qui est essentielle. On doit être une professionnelle, on doit rester professionnel, mais en même temps être chaleureux. N'oublions pas que ces parents sont stressés, ils vous laissent la prunelle de leurs yeux, donc sentir que c'est quelqu'un qui est disponible, professionnel. Vous pouvez créer de la complicité avec eux. On peut être proche tout en étant professionnel. Donner des anecdotes, trouver aussi des points communs avec les parents. Ça va renforcer le lien de confiance. Si par exemple un parent, a très, très peur, que l'enfant sait tout, beh, je comprends moi aussi, surtout en tant que jeune professionnelle, j'étais beaucoup sur, bah, je me suis formée, à toutes les méthodes. Enfin voilà, montrer que vous comprenez ce qu'ils vivent parce que vous avez vécu la même chose. Plus on va banaliser, plus le parent va se sentir compris. Valorisez aussi les compétences parentales, centrez-vous, les moments d'adaptation sur plein de temps d'échange, expliquez, bah, ce que vous avez observé de l'enfant, voyez parler des moments de joie de la journée, ah bah, aujourd'hui, il a été passionné par les clipeaux, il a regardé l'écran jouer aux clipeaux pendant 10 minutes. C'était incroyable. Enfin voilà, montrez que vous avez observé, que vous connaissez l'enfant, ça va rassurer les parents. Proposer des activités apaisantes, donc des jeux de manipulation, de la lecture, des musiques calmes, aller dans le jardin dès que les enfants sont dans la nature, mais il y a tellement de stimuli sensoriels, ils se sentent bien. Des espaces avec des jeux sensoriels, donc tout ce qui est espace Snozelen. On a une formation, yoga et Snozelen, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés, ça peut vraiment faciliter les choses pendant les adaptations. Avoir un objet transitionnel, donc un objet transitionnel, c'est le doudou, la tétine et je le rappelle, il fait le lien entre la maison et le lieu de garde. Donc c'est essentiel que ce doudou, il fasse le lien parce qu'en fait, il va rappeler les odeurs et le souvenir de papa et maman. C'est un objet rassurant qui rappelle ce qui me sécurise. Donc le doudou, il ne reste pas chez l'assistante maternelle ou à la crèche, il fait le lien. C'est comme ça qu'il va rassurer l'enfant. On va aussi, beaucoup travailler sur les émotions. Il y a beaucoup de pleurs, de doutes, de colère. Il faut être vraiment disponible et reposé. Il faut avoir une bonne résistance physique et émotionnelle. Il faut bien prendre soin de soi pendant ces périodes-là. Étienne l'a dit, mais je vous le rappelle, la semaine prochaine, il y a un atelier pour bien gérer son stress pour la rentrée et ça, c'est essentiel pour être d'attaque pour toutes les adaptations. Se montrer disponible, donc être là dès qu'on se lève, dès qu'on quitte des yeux l'enfant, on le prévient, on évite les déplacements, vraiment, le principal, c'est d'être là, présent pour les enfants. Faire preuve de patience, de se dire que les adaptations, ça dure quelques mois, quelques temps. C'est une période qui est pas facile, mais si on réussit bien à sécuriser l'enfant, après l'enfant va devenir autonome. Pendant ces périodes-là, n'hésitez pas à jouer. Même si vous n'allez pas passer votre année à jouer, vous allez être plus facilitatrice ou dans l'observation. Pendant les temps d'adaptation, on prend le temps et on essaie de déployer de l'énergie dans le jeu. Parce qu'en fait, plus l'enfant va jouer, va sentir qu'on lui propose des jeux et qu'on joue avec lui, plus il va se sentir à l'aise rapidement et ça va l'amener vers l'autonomie. On se dit que l'intendance, ça va être moins important que la sécurité. C'est pas plus important, de plier son linge, de faire, enfin, de faire tout ce qu'on a à faire à côté. Ce qui va être plus important aujourd'hui, ça va être de sécuriser ses enfants et rien ne peut plus les sécuriser de passer des moments, de jeu, de plaisir, de lien. Et le contact est essentiel parce qu'on va créer l'ocytocine, donc l'hormone du plaisir. Ça va calmer le stress et ça va être bénéfique pour tout le monde, aussi bien pour l'enfant que pour le professionnel. Parce qu'on sait très bien qu'en période d'adaptation, nous aussi, on va prendre aussi pas mal de stress pour essayer que tout se passe bien. Et du coup, la qualité fondamentale pour les parents et les éducateurs, c'est
de savoir observer. Donc période d'adaptation, on va observer au maximum les régressions, les progrès, les peurs, les craintes et essayer d'avoir cette communication ouverte avec les parents pour savoir comment ça se passe chez eux, ce qu'ils ont remarqué, pour toujours être dans cette coopération, cette coéducation avec les familles. Et voilà, j'ai fini pour ma présentation.